Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire portant sur les défis liés à la gestion et au financement en temps de COVID-19. Je m'appelle Mélanie Mignot et je suis conseillère au développement philanthropique à la Fondation de l'UQAM et je serai votre médiatrice aujourd'hui. Ça veut dire que je vais vous présenter tous les invités qu'on aura aujourd'hui et je rattraperai aussi le fil à la fin de la conférence pour la période de questions. L'idée originale de la rencontre d'aujourd'hui provient de notre désir de reconnaître l'apport formidable, les dons exceptionnels de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et de la Bourse de Montréal au sein et dans le cadre de la campagne majeure de l'UQAM, 100 millions d'idées. Alors, au nom de l'UQAM, de l'ESG de l'UQAM et de la Fondation de l'UQAM, merci beaucoup. Il est important que je vous dise aussi ce que vise l'événement d'aujourd'hui. D'abord, il vise à souligner l'apport exceptionnel dont je vous disais tout juste de la CDPQ de la Bourse de Montréal à la création de la chaire CDPQ en gestion de portefeuille et de la salle des marchés. Ensuite, l'événement d'aujourd'hui va permettre, on le souhaite, au public d'avoir accès aux études qui émanent de la chaire CDPQ, gestion de portefeuille, et de la salle des marchés. Et enfin, si on a travaillé aussi fort pour vous organiser ce webinaire aujourd'hui, c'est aussi pour permettre au public d'avoir accès à des spécialistes de théorie et de pratique du domaine de la finance. Le déroulement de la séance d'aujourd'hui, riche et dynamique, va comme suit. Tout d'abord, il y aura une allocution du doyen de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, M. Komlan Sedro. Ensuite, l'essence même de notre webinaire d'aujourd'hui, l'échange entre Maher Kouli et Luc Filiatro. Ensuite, il y aura la période de questions et à cet effet, si vous avez des questions à nous adresser, il y aura une petite boîte disponible sur l'écran. Et enfin, M. Pierre Bélanger, le directeur général de la Fondation de l'UQAM, viendra clore le webinaire. Ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé demain par courriel. Et ma foi, je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire dans cette introduction. Maintenant, il me fait vraiment plaisir de vous présenter le doyen de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, M. Komlan Sedro. Monsieur le directeur de la Fondation de l'UQAM, Pierre Bélanger, Monsieur le président et chef de la direction de MDF Commerce, Luc Filiatro, mon très cher collègue, titulaire de la chaire Caisse de dépôt et placement du Québec, de gestion de portefeuille, responsable et fondateur de la salle de marché de l'ESG, Maher Kouli. Mesdames, Messieurs, c'est un véritable plaisir d'être avec vous, même virtuellement, pour souligner la précieuse contribution de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de la Bourse de Montréal à notre école, notre très chère école. Un grand merci à toutes les personnes présentes pour ce webinaire intitulé « La gestion et le financement en temps de COVID-19 ». Ce premier mandat de 5 ans a été riche au niveau de la recherche et de la formation en recherche. Ainsi, la chaire a mis en place une programmation scientifique qui comprend différents projets de recherche dans le domaine de la gestion de portefeuille. Je suis heureux, très heureux même, je dirais, que cette programmation a donné lieu jusqu'ici à plusieurs rapports scientifiques, dont 35 ont été publiés ou acceptés pour publication dans des revues académiques avec arbitrage. 8 ont été soumis pour publication et 5 livres déjà parus. Bravo à ceux qui travaillent à la chaire, parce que 35, c'est beaucoup. On ne peut qu'être fier de ces réalisations qui nous permettent d'envisager un avenir prometteur pour la chaire. La prospérité de la chaire est aussi synonyme d'accès à la recherche universitaire dans le domaine de la gestion de portefeuille pour nos étudiants de cycle supérieur. En 5 ans, ce sont 25 essais de maîtrise qui ont été dirigés par les membres de la chaire, ainsi que 2 étudiants doctorats qui ont soutenu leur thèse. Plusieurs étudiants doctorats sont également en cours de rédaction de leur thèse. Par ailleurs, la chaire a participé à la mise à jour de l'offre de formation en gestion de portefeuille au 1er, 2e et 3e cycle, ainsi qu'au développement de 4 nouveaux cours. Elle a également organisé de façon régulière des séminaires spécialisés et a participé à des activités pour le grand public afin de favoriser une meilleure compréhension de l'industrie de gestion de portefeuille. La chaire contribue donc à la formation de la relève et à la production précieuse de nouvelles connaissances
pour le monde des affaires. Quant à la salle de marché de l'ESG, elle permet à nos étudiants de pouvoir diplômer avec une expérience pratique comparable à celle qu'ils auraient acquise s'ils avaient été placés dans le feu de l'action en milieu de travail. La salle de marché joue également un rôle clé en recherche appliquée en permettant de mener des projets portant sur la construction de nouveaux indices ou de nouveaux instruments financiers. C'est inestimable d'avoir ce joyeux au cœur de notre campus. Je suis très fier du partenariat de l'ESG-UQAM avec la Caisse de dépôt et placement du Québec et avec la Bourse de Montréal, car c'est un partenariat monde des affaires université qui correspond à ma vision de la place de l'université dans la société. Ici, à l'ESG-UQAM, nous considérons la recherche comme devant porter un éclairage sur les enjeux importants pour la société. En l'occurrence, être ancré au cœur des préoccupations du milieu des affaires, mais aussi des milieux institutionnels et communautaires. Je veux dire plus simplement que nous voulons avoir de l'impact et contribuer à l'essor de notre société. Ainsi, grâce à des partenaires qui font autorité dans le milieu, nous pouvons donc concrétiser notre vision stratégique d'être une école reconnue comme une plaque tournante de co-création, de démocratisation et de diffusion des savoirs. Je souhaite sincèrement remercier la Caisse de dépôt et de placement du Québec et la Bourse de Montréal pour leur soutien indéfectible depuis toutes ces années. Et bien sûr, je remercie mon très cher collègue Maher Kouli, sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu. Merci. Merci. Merci, Monsieur le doyen. C'est un réel privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous présente maintenant nos deux panélistes qui animeront les 50 prochaines minutes, M. Maher Kouli et Luc Filiatro. Maher Kouli est directeur du département des finances de l'ESG. Il est titulaire de la chaire CDPQ en gestion de portefeuille et il est responsable de la salle des marchés. Ses intérêts de recherche portent, entre autres, sur les entrées en bourse, les fusions et acquisitions, les rachats d'actions et les placements alternatifs. Il a publié plusieurs articles dans des revues académiques prestigieuses en finance, ainsi que plusieurs livres en gestion financière, capital de risque et aussi fonds de couverture. Il est également membre de comité éditorial de plusieurs revues financières. M. Luc Filiatro est président et chef de la direction de MDF Commerce. Il a fondé et dirigé avec succès 8 entreprises différentes dans les domaines des technologies logicielles et des technologies aérospatiales, dont 4 sont cotées en bourse. En septembre 2019, M. Filiatro a été nommé président et chef de la direction de Mediagriffe, aujourd'hui MDF Commerce. Au cours de sa carrière, il occupa des postes clés, notamment au sein des entreprises suivantes: Ayuda Media Systems, InnoCentre, OpenText Neuralistic Systems, Einstein Technologies et Groupe Information, mieux connu sur Neuron, pour ne nommer que celle-ci. En 2005, M. Filiatro a reçu le prestigieux Top 40 Under 40 du Globe and Mail de Toronto et l'Association québécoise des technologies l'a nommé personnalité TI de l'année en 2009. Messieurs, nous vous remercions de votre présence. À vous la parole. Merci Mélanie pour cette présentation. À mon tour de saluer tous nos invités. Pour ce webinaire, on a un menu bien diversifié et on va couvrir 4 thématiques. La première thématique portera sur la gestion en temps de Covid. La deuxième, on discutera la question de la distribution des profits pour les entreprises dans le monde et particulièrement les entreprises canadiennes. La troisième thématique portera sur le financement et les introductions en bourse et on terminera par couvrir la question de l'investissement. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de commencer par la première thématique. Le commerce en ligne prend de plus en plus de la place dans nos vies. Et la COVID et le confinement n'ont fait qu'accélérer son ancrage dans nos habitudes de consommation. Donc, j'aimerais bien m'adresser à Luc pour savoir, en arrivant à MDF Commerce, un leader de technologie de commerce SaaS, quels étaient les défis les plus importants à relever et comment vous avez pu arriver à redynamiser l'entreprise et surtout à garder le moral de votre équipe?
Merci, Maher, et bonjour tout le monde. Merci de nous avoir avec vous aujourd'hui. Alors, écoutez, bon, je me suis joint à Mediagriffe à l'époque au mois de septembre et c'était dans l'objectif de ramener Mediagriffe sur un chemin de croissance, de renouer avec de l'amélioration de son état de santé. Nous avons dès lors commencé un plan stratégique, commencé à réinvestir dans certains secteurs où est-ce que nous avions, je dirais de manière générale, cessé d'investir. Et de manière assez amusante, cette planification a été présentée et acceptée à notre conseil d'administration vers le milieu du mois de février 2020. Alors, nous étions à peine à lancer les premières initiatives et à faire les premières actions qui étaient dans le plan, lorsque tout à coup, le 12 ou le 13 mars, comme tout le monde ici, nous nous sommes fait renvoyer à la maison en disant « vous ne pouvez plus travailler au bureau ». Et je vous avoue qu'on a passé une période à se questionner, à se demander « mais qu'est-ce qu'on fait ?» Comme notre métier, c'est fondamentalement de développer des logiciels et que plus de 80% de nos employés sont des informaticiens, je vous dirais que le fait de travailler de la maison ou le fait de travailler du bureau, c'est pas ça qui était le problème fondamental. Parce qu'à peine 24-48 heures après le début du confinement, on était opérationnel sur le plan de faire nos travaux. Ceci dit, on ne savait pas ce qui allait se passer dans le monde, on ne savait pas comment était la bonne façon d'agir. Alors, évidemment, on a mis légèrement notre plan stratégique sur pause, puisqu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Très rapidement, on s'est retrouvé à une demande excessive sur la grande majorité de nos systèmes. Il faut savoir que nous sommes les opérateurs de plusieurs places de marché essentielles, notamment des clients dans l'épicerie, en Europe, ici en Amérique du Nord, des clients dans le domaine de la distribution de certains matériels de santé. Et quasi instantanément, dès le début de la pandémie, on a vu des pics de demandes apparaître sur ces plateformes qui, ma foi, ont parfois été 10, 15 et même 20 fois les volumes de la journée précédente. Alors, imaginez, on ne parle pas de 10 ou % de croissance, on parle de 1000% de croissance à l'intérieur de 24 heures. Ce qui nous a rapidement propulsé là, dans un mode de travail très intense. On est malgré nous devenu un service essentiel puisque nous faisions en quelque sorte la distribution de produits de première nécessité, notamment de l'épicerie, des boissons, etc. Alors, très vite, on a dû se donner de nouveaux processus, de nouvelles façons de travailler, puisque on s'est retrouvé du jour au lendemain à la maison, ça va, mais on a manqué de personnel. On s'est mis à embaucher des gens très rapidement. Et depuis environ le mois de mars, on a déjà embauché près de 125 nouvelles personnes chez MDF Commerce. Alors, c'est pas peu dire parce que, travailler à distance sur un ordinateur, c'est une chose. Embaucher un nouvel employé, c'est un autre. Alors, on a dû adapter nos modes de gestion, nos modes de communication, garder nos gens motivés. Le type de webinaire que nous faisons aujourd'hui ensemble, sachez que dans les premières semaines de la pandémie, nous en faisions un à tous les jours. À 11h30, je m'adressais à l'ensemble des employés d'MDF pour discuter ensemble de les impacts qu'on voyait dans le marché, comment nous pensions réagir, quelles étaient nos priorités, quelles étaient les choses qu'il fallait peut-être accélérer et quelles étaient les autres qu'il fallait ralentir. Parce que pas tout a été égal. Certaines de nos plateformes, comme je le disais, ont augmenté de façon importante et d'autres se sont pratiquement arrêtées puisqu'elles ne concernaient pas des produits qu'on pouvait considérer comme étant essentiels. Alors, il fallait déplacer les gens, communiquer toutes ces choses-là. Et c'est là que la technologie nous a quand même aidé beaucoup puisque s'adresser à un groupe de 650 quelques personnes auparavant, qui sont localisés dans 9 bureaux différents, des zones, des time zones, des fuseaux horaires différents. Les technologies comme Zoom, comme Teams, avec lesquelles nous sommes maintenant très familiers, se sont révélées essentielles et beaucoup plus faciles à utiliser
que les grandes rencontres en présentiel où est-ce qu'il fallait aller chercher de la technique, amener des caméras, des micros, etc., c'était complexe, coûteux et logistiquement difficile. Aujourd'hui, on pourrait, dans quelques minutes, démarrer un appel avec tous nos employés presque sans effort à un coût extrêmement minime. Donc, on s'est adapté à tout ça et force nous est de constater que ça a plutôt bien fonctionné. Excellent, merci Luc. Ça nous donne une idée comment un grand gestionnaire traverse cette période avec beaucoup de lucidité et de sang-froid. Passons directement à la deuxième thématique de ce webinaire qui porterait sur la politique de dividendes en temps de Covid. Dans une des recherches publiées à la chaire sur la politique de distribution de profits au Canada, nous avons retenu plusieurs observations qui toucheraient essentiellement les entreprises canadiennes. La première constatation, il y a une tendance de plus en plus présente chez les entreprises canadiennes à privilégier les programmes de rachat d'actions plutôt que la distribution de dividendes. Ça sous-entend que les entreprises canadiennes préfèrent une distribution permanente, non permanente, pardon, des profits plutôt que permanente. Donc, il y a une espèce de substitution des dividendes par les programmes de rachat d'actions, et ça depuis les années 2000. Toutefois, il faut le reconnaître que cette tendance-là touche particulièrement certains secteurs d'activité, notamment le secteur technologie de l'information, et aussi selon la taille de l'entreprise. Un point qui me semble important et qui sortait de cette étude-là, c'est qu'à peu près 50% des entreprises canadiennes listées en bourse, retenues dans notre échantillon, ne font rien. Il n'y a aucune distribution de dividendes de leur part, ni de programme de rachat d'actions, qui nous laisse poser plusieurs questions. Si on jette un coup d'œil de façon très générale sur l'année 2020, nous pouvons facilement constater qu'il y a une tendance mondiale à couper les dividendes. On peut même penser, dans ce contexte-là, que la COVID tue aussi les dividendes. Les dividendes ont en effet chuté d'à peu près 22% dans le monde au deuxième trimestre de 2020. Pour vous donner un exemple frappant, en avril 2020, l'entreprise Royal Dutch Petroleum, un des payeurs de dividendes les plus importants au monde, a coupé son dividende de 45 cents à 7 cents par action, ce qui a permis à sauver à la compagnie 10 milliards de dollars. Mais il faut le préciser que c'est la première fois qu'une compagnie a coupé son dividende depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et cette tendance-là a frappé toutes les entreprises pétrolières par la suite. Si je reste au Royaume-Uni et on regarde les entreprises listées en bourse, plus de 450 entreprises listées en bourse ont déjà annulé, suspendu leurs dividendes. Donc, dans ce sens, on peut dire que les importantes pertes financières engendrées par la crise sanitaire et par le ralentissement d'une grande partie de l'activité économique partout dans la planète auraient permis à certaines entreprises de trouver l'argument idéal pour réduire ou couper le dividende. C'est d'ailleurs toute la situation du marché européen. Si on jette un coup d'œil sur le marché nord-américain, on constate, et on commence par le marché de notre voisin, seulement 10% des compagnies américaines ont réduit leurs dividendes, alors que la vaste majorité ont suspendu leur programme de rachat d'actions. Vous allez certainement me poser la question, qu'en est-il de la situation au Canada? Avant d'entendre le point de vue de Luc, je vous dirais que le marché canadien présente une exception à tout ce que je viens de vous dire. On peut même dire que les entreprises canadiennes sont plutôt résilientes, puisqu'on a observé en moyenne une légère augmentation de 4,1 au niveau de la distribution des dividendes. Si je m'intéresse particulièrement au secteur financier, un des secteurs les plus importants sur le marché canadien, on peut voir que toutes les compagnies, les institutions financières n'ont pas touché leurs dividendes, à l'exception de la Banque Laurentienne qui a réduit de 40% son dividende. Donc, ma question à Luc, alors que la pandémie a entraîné une remise en cause des versements des dividendes dans certains pays, cette baisse deviendra-t-elle la norme au cours des prochaines années? Qu'en est-il de la situation chez MDF Commerce? Merci, Maher. Alors, écoute, si on regarde MDF Commerce et quand on examine sa position sur les marchés financiers,
Il faut savoir que c'est une petite capitalisation. C'est une entreprise qui, lorsque je me suis joint à l'entreprise, avait une valorisation approximative de 75 millions de dollars et qui, au cours des années précédant mon entrée dans cette entreprise, payait effectivement un dividende à ses actionnaires. Il faut voir que l'entreprise est restée relativement stable au cours des 5 ou 6 dernières années avant que je me joigne. Et moi, j'aime toujours me rappeler que la bourse a été fondamentalement créée pour permettre à des entreprises d'obtenir des capitaux pour effectuer des investissements majeurs, pour effectuer des investissements afin d'aller chercher de la croissance, afin de justement procéder à des fusions ou à des acquisitions de d'autres entreprises. Et en échange de cet argent que l'entreprise reçoit, ben, elle offre un rendement à l'investisseur qui, évidemment, met ses fonds au travail. Donc, dans notre cas particulier, lorsque je me suis joint à Mediagriff, à ce moment-là, mon mandat du conseil d'administration était de ramener l'entreprise en croissance. Et qui dit de ramener une entreprise en croissance, dit investissement, dit il faut libérer des liquidités afin d'investir notamment en technologie, mais aussi en vente et en commercialisation, afin d'aller augmenter notre clientèle, revoir nos actifs stratégiques, les améliorer, bénéficier des différentes avancées technologiques, etc. Alors, très, très, très rapidement, et ça bien avant le COVID, j'avoue que nous avions pris la décision de cesser de distribuer un dividende, non pas parce qu'on avait des problèmes ou qu'on n'était pas dans une bonne situation, mais puisqu'il était clair, compte tenu du plan stratégique qu'on avait, que nous allions avoir besoin d'investir des sommes dans certaines de nos plateformes, dans de la meilleure commercialisation et aussi dans de l'acquisition de différentes entreprises afin de mieux couvrir notre marché. Alors, en l'espace ça fait maintenant presque 18 mois, non, 15 mois que je suis avec l'entreprise, nous avons procédé là, à 2 financements par voie de placement privé, un par voie de placement privé, un par voie de placement public. Nous avons levé environ 65 millions de dollars de capitaux sur les marchés. Il aurait été ridicule de continuer à payer des dividendes alors que de l'autre main, je sollicite les investisseurs afin d'aller chercher des capitaux pour investir dans nos plateformes afin d'augmenter le rendement qu'on va leur fournir. Quand je regarde la progression de notre capitalisation boursière, en 15 mois, nous sommes passés d'environ 75 millions à, en date d'aujourd'hui, 220, 230 millions. Et malgré les 65 millions investis, il y a quand même eu une progression importante de la valeur de la société. Donc, la distribution de dividendes est un des moyens par lesquels on retourne une valeur à l'investisseur. Donc, si on est une entreprise qui est opérante et relativement stable, la distribution de dividendes à des investisseurs avec des flux financiers très prévisibles dans des marchés qu'on maîtrise très bien est un moyen idéal. Tu mentionnais le secteur financier au Canada. On sait que le secteur financier au Canada est un des secteurs les plus solides au monde. On l'a vu là, à travers quelques-unes des crises que nous avons passées. Donc, la distribution de dividendes pour le secteur financier qui est très, très, très répartie. Les grandes banques sont possédées par de très, très nombreux investisseurs est un moyen excellent de distribuer la valeur aux actionnaires qui ont mis leur argent dans ces banques-là. Quand on compare ça avec un programme de rachat d'actions, c'est quand même assez différent parce qu'un programme de rachat d'actions, l'entreprise prend ses liquidités, rachète ses propres actions sur le marché, donc concentre sa quantité d'actionnaires et généralement va permettre aux actions de progresser avec de la valorisation. Ce qui est pas du tout le même phénomène que celui de distribuer des dividendes, puisque si l'action progresse en valorisation, c'est bien, mais si l'actionnaire désire profiter de cet argent pour soit réinvestir ailleurs ou faire autre chose,
la seule façon pour lui de profiter, ben, c'est de la vendre, l'action. Et à quel cas, il ne participera plus à l'éventuelle plus-value. Donc, ce sont des stratégies que l'entreprise va choisir en fonction de son plan d'affaires, finalement. Si l'entreprise est en croissance, a besoin d'argent, je pense que ni l'une ni l'autre des formules est adéquate. Si l'entreprise est mature, des flux financiers prévisibles et bien prévoir ses sorties de fonds, ce rendement donné aux investisseurs attire un certain type d'investisseurs intéressés à des rendements prévisibles, assez bien répartis dans le temps. Par contre, la stratégie de racheter ces actions va plutôt intéresser des investisseurs de type valeur qui ne recherchent pas ou n'ont pas besoin de flux financiers constants, mais préféreraient plutôt une prise de valeur dans le temps, avec bien sûr la volonté de sortir de cette action dans un horizon programmé, que ce soit quelques années ou même parfois beaucoup plus court. Ce sont des stratégies qui doivent se calquer sur le plan d'affaires de l'entreprise, sur la stratégie de croissance, de maintien ou les différents investissements qui sont requis à ce moment-là dans le cycle de vie de l'entreprise. Excellent. Merci Luc pour cette réponse très précise. J'aimerais bien développer davantage sur la question-là, mais on a deux autres thématiques, donc je vais passer directement à la troisième thématique de ce webinaire-là, le financement des entreprises. Nous sommes probablement tous d'avis qu'après la longue et difficile pandémie que nous subissons, que le monde des affaires ne sera plus le même, surtout en ce qui concerne le financement des entreprises. Dans ce contexte, il y a lieu de se poser la question si le modèle actuel de financement d'entreprise est adéquat après la COVID et plus particulièrement au Québec. Dans ce sens, un des indicateurs clés qui capte l'état des marchés financiers est le nombre d'introductions en bourse ou les IPO. D'une façon générale, une introduction en bourse est une étape clé du développement d'une entreprise qui permet l'accès à des capitaux d'investissement dans le futur, d'améliorer les structures organisationnelles et opérationnelles, de recruter des O4, de mettre en place un régime d'options d'achat comme système de rémunération. L'entreprise publique deviendra plus crédible auprès des fournisseurs, des clients, des créanciers. Et aussi, il faut vous le rappeler qu'une IPO est également le mécanisme de sortie de préférence pour les bailleurs de fonds, notamment les spécialistes en capital de risque. Ainsi, la disponibilité de ce mécanisme-là et par conséquent d'un marché dynamique d'IPO devrait être la préoccupation première des sociétés de capital de risque. Or, si on jette un coup d'œil sur les statistiques canadiennes, nous constatons que le nombre de sociétés québécoises inscrites à la cote boursière, que ce soit la bourse TSX ou la bourse TSX de croissance, on voit que ce nombre-là, il ne représente que 7% de toutes les entreprises canadiennes. Par comparaison, par rapport à d'autres provinces, par rapport à l'Ontario, c'est 40% d'entreprises inscrites en bourse, la Colombie-Britannique, 30% et l'Alberta, 10%. Si on regarde maintenant le pourcentage que représenterait l'économie québécoise, à peu près 20%. Donc, c'est clair que 7% serait largement inférieur par rapport au poids que l'économie québécoise devrait avoir comme représentation. Donc, il y a lieu ici de se poser plusieurs questions. La première, Luc, pourquoi peu d'entreprises visent l'introduction en bourse? Est-ce un manque d'ambition? Ah, ça, c'est une bien bonne question, mon cher Maher. Il faut savoir qu'une introduction en bourse pour une entreprise, puis en général, quand elle s'introduit en bourse, elle n'est pas encore très grande et elle recherche des capitaux importants pour grandir plus vite, pour aller conquérir des marchés qu'elle n'a pas encore. Ça implique donc d'avoir des projets de croissance très agressifs, d'avoir des objectifs d'acquisition de marché de clients ou de technologie importants.
Et ce n'est pas compatible avec je dirais, des propriétaires qui désirent simplement se payer ce qui s'appelle en anglais un lifestyle company, qui permet d'avoir un bon salaire, peut-être se payer un dividende ou se verser un dividende, puis passer l'hiver en Floride ou quelque chose comme ça. Et ces deux façons de voir les choses sont très, très, très incompatibles. Et malgré beaucoup de programmes là, d'entrepreneuriat qui existent là, un peu partout par différentes écoles, que ce soit dans les universités, mais aussi dans certaines écoles privées d'entrepreneuriat, on voit quand même de manière assez forte ce manque d'ambition de certains de nos entrepreneurs. Moi, j'aime toujours à dire, et j'ai travaillé beaucoup en Californie, lorsqu'un jeune Californien de, je sais pas moi, 25 ans démarre une nouvelle entreprise, il va vous parler de comment est-ce qu'il va vendre son premier milliard de dollars avant vraiment pas longtemps. Le même jeune de 25 ans ici qui démarre son entreprise, il vous dit qu'il a hâte de s'acheter un chalet dans le Nord, dans l'Estrie ou peu importe, là. Et on voit un peu cette différence d'ambition. Je l'entends souvent aux États-Unis, les Américains, je m'excuse d'utiliser un peu d'anglais, je l'ai souvent entendu, disent You Quebecers are triple B entrepreneurs. Once you have the beach house, the BM and the boat, you kind of quit. You move on. Et je dois dire que, on peut se poser la question, est-ce que Mark Zuckerberg a encore besoin de travailler? Pourtant, il travaille encore. Est-ce que Warren Buffett a encore besoin de travailler? Mais pourtant, il travaille encore. Beaucoup de gens ici, dès qu'ils ont un succès financier, on dirait, se retirent du marché des affaires et cessent de continuer à développer leur entreprise. C'est peut-être ce qui explique qu'il y a un petit peu moins d'introduction en bourse. Là. Est-ce que c'est cet héritage-là, on est né pour un petit pain, il faut se satisfaire de tout ça? Est-ce que c'est les relents de tout ça qui restent? On a connu un Québec Inc. très fort à une certaine époque. Il y a eu les REA, il y a eu des entreprises là, qui ont vraiment poussé Bombardier, Groupe Transcontinental, Couche-Tard, Alimentation Couche-Tard, CGI, DMR à l'époque et plusieurs autres. Mais ça ne fait pas encore beaucoup. Ceci dit, très récemment, on a des très, très beaux succès au Québec aussi, qu'on pense à Lightspeed. C'est pas au Québec, la base est en Ontario, mais Shopify est une entreprise canadienne, tout au moins, qui semble aussi avoir des très grands succès avec ses IPO. Il y a l'entreprise Lion électrique de Saint-Jérôme qui vient de s'introduire en bourse, non pas au Québec, mais carrément directement à New York via une SPAC, qui est un peu un équivalent des CPC que tu mentionnais tout à l'heure, Maher. Donc, il y en a, mais on voit clairement qu'il n'y en a pas assez. Et je pense qu'en faisant la promotion, en expliquant comment ça marche et en continuant à démystifier ce concept, je pense on devrait finir par encourager nos entrepreneurs à prendre ce virage. Peut-être l'autre point aussi, il faut dire, c'est qu'il y a énormément plus d'argent dans les marchés privés qu'il y en avait auparavant. Il existe de très nombreux fonds de capitaux importants qui sont en mesure de financer des entreprises sans que celles-ci aillent à la bourse. Alors, il serait intéressant si on pouvait aussi calculer combien d'entreprises, peut-être qu'elles ne font pas une entrée en bourse, mais si elles se financent via la Caisse de dépôt, Investissement Québec, des trucs comme le Fonds de solidarité, le Fonds d'action ou certains de nos autres grands leviers financiers qu'on a au Québec, il faudrait peut-être un petit peu les voir dans les statistiques aussi. Et ça, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais sûrement que dans le groupe ici, peut-être sur la ligne, il y a des gens qui auraient des débuts de réponse. Oui, mais merci Luc. Et c'est vrai que quand je me rappelle dans
les années 80 et 90, toutes les entreprises ou les fleurons québécois qu'on connaît maintenant, comme tu l'as dit, Jean Coutu, CGI, Alimentation Couche-Tard, Métro, Québécois, ils ont bien profité d'allègements fiscaux, des crédits d'impôt d'investisseurs via le programme de régime d'épargne action. Et je pense que on peut penser au-delà de ces simples programmes fiscal. J'aimerais bien rebondir aussi sur l'objectif de l'IPO. Est-ce que l'IPO est un objectif ou un moyen pour devenir dominant sur les marchés boursiers? Oh, moi, je pense que l'IPO, comme toute forme de financement, est un moyen. Ce n'est pas un objectif. Si on commence à penser que c'est un objectif, je crois qu'on fait fausse route. Parce que le plan d'affaires est l'objectif. L'objectif stratégique est la distribution d'un produit dans un marché, la capture d'un certain marché géographique pour certains produits ou autres. Mais le plan d'affaires est la base et le premier morceau de toute stratégie d'entreprise. Et lorsqu'on regarde un plan d'affaires, je ne sais pas, moi, tiens, prenons, j'ai pas d'exemple particulier qui me vient en tête, là, mais lorsqu'une entreprise a développé un produit et pense que ce produit peut profiter à beaucoup et qu'elle peut éventuellement engranger des ventes importantes et réaliser des bénéfices et des profits importants, sauf qu'on sait tous qu'il y a une rapidité de marché. La compétition est forte. Si vous avez développé un produit ici, aujourd'hui, qui soit très innovateur, il y a fort à penser qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde qui est proche d'arriver avec peut-être le même produit ou un produit semblable ou un produit concurrentiel. Et là, l'accès à des marchés de capitaux est important puisque l'accès à des capitaux de grande taille va permettre de commercialiser le produit en question à beaucoup plus grande échelle qu'avec des petits moyens privés. Si vous engagez votre premier responsable des ventes et qui va cogner aux portes à côté, ça va être long avant de se rendre à des ventes d'1 million. Si vous êtes en mesure, parce que vous avez des capitaux, d'engager 100 directeurs des ventes et que les 100 vont faire les choses, que vous engagez des stratégies de commercialisation digitale, que les principaux engins de recherche trouvent votre produit, votre entreprise en premier. On connaît toute l'importance de ces choses-là. Sauf que faire ça demande des sous, demande des capitaux importants. Et l'IPO ou toute forme de financement, en fait, est un moyen d'en arriver à des objectifs. Je fais beaucoup de coaching auprès de jeunes entrepreneurs et c'est quand même assez couramment, on voit ça assez couramment, là, qui pensent que l'objectif, c'est l'IPO, mais après l'IPO, non. L'IPO est juste un moyen d'accéder à une certaine quantité d'argent qui devra être réinvesti de façon à générer des bénéfices éventuels additionnels. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans une des études que j'ai élaborées sur le marché canadien et américain, on a pu montrer que finalement, l'objectif essentiel quand on s'introduit en bourse, c'est de procéder à des fusions-acquisitions par la suite. J'aimerais bien vous donner une idée sur la situation des introductions en bourse dans le monde. Avant la pandémie, selon un rapport de EY, le marché mondial des introductions en bourse a été très actif. Au début du trimestre 2020, au total 235 IPO, mais par la suite, vous le comprenez tout de suite que dépassant la date du 13 mars, le marché des IPO est entré dans une phase très baissière, à l'exception du marché asiatique. Les introductions en bourse en Chine ont continué à augmenter et subissent un record incroyable, ne serait-ce que de mémoire. Je me rappelle de l'IPO de la compagnie chinoise de train vitesse Beijing-Shanghai qui a ramassé 4,4 milliards de dollars au début de 2020, donc au pic de la pandémie pour cette zone asiatique. Et là, je me demande toujours, y a-t-il pas de leçons à retenir de ce qui se passe ailleurs? Luc, je sais que tu as participé à 4 IPO qui ont réussi, ça il faut le dire. Quelles sont les grandes différences au niveau de la gestion entre une entreprise
privée et une entreprise publique. Et comment on fait face à ces différences-là de gestion? Ça, c'est aussi une question fort intéressante parce que la, la, la gestion, en fait, c'est une question de reddition de compte. À qui est-ce qu'on doit faire la reddition de compte? Lorsqu'on est une entreprise privée, on aura un certain nombre de propriétaires, ça peut être un seul. La boulangerie à côté de chez vous, il y a des fortes chances qu'elle appartienne à une seule personne et cette personne-là gère son entreprise, fabrique, vend du pain et il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. C'est la plus simple expression. Dans certains cas, une entreprise va appartenir à plusieurs associés. Plusieurs individus ont mis de l'argent pour fonder, démarrer l'entreprise. Et là, la reddition de compte, elle devient déjà un petit peu plus importante. Mais souvent, ces individus-là, ce qu'on appelle friends and family, vous les connaissez, la reddition de compte demeure assez, je dirais, intuitive ou informelle. Il n'y a pas de structure là, très rigoureuses qui font que la reddition de compte soit exacte et précise. On va un petit peu plus loin, on va chercher du capital de risque, on va chercher un prêt d'une banque, on va chercher de l'argent d'un fonds comme la Caisse de dépôt, Fonds de solidarité, etc. Et là, on commence à avoir de la reddition de compte beaucoup plus importante. On a des actionnaires que j'appellerais professionnels, qui sont des professionnels de la gestion, des finances, qui vont commencer à examiner vos ratios, vous benchmarker avec d'autres sociétés qu'ils ont dans leur portefeuille, dire celle-ci performe mieux que celle-là, pourquoi, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et là, on commence à franchir des niveaux de professionnalisme beaucoup plus importants. Éventuellement, vous arrivez en bourse, vous commencez à transiger sur une des bourses, qu'elle soit canadienne ou autre. Et là, votre reddition de compte, en fait, elle est à toute fin pratique à des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'individus de différents fonds institutionnels qui ont tous chacun des objectifs d'investissement un petit peu différents, qui ont acheté vos actions sur la foi de on ne sait pas toujours quoi. Et là, votre reddition de compte, elle devient excessivement importante. Et c'est pourquoi une entreprise publique va avoir tous ces principes de gouvernance, de divulgation d'informations continues. À tous les trimestres, vous devez présenter vos états financiers avec un grand niveau de détail, incluant les salaires que vous avez payés à vos plus hauts dirigeants, les primes de départ que peut-être certains ont pu avoir, etc., puisque c'est la définition d'une entreprise publique. Cette entreprise, elle appartient à ces centaines, dizaines de milliers d'investisseurs qui vont vouloir être rassurés sur les mesures de gestion que vous entreprenez, la rigueur avec laquelle vous gérez vos différents programmes, que ce soit des programmes d'investissement ou des programmes d'opération tout simplement. Donc, il faut être prêt quand on fait un IPO à rendre compte de ces faits et gestes sur une base à toute fin pratique quotidienne. Ce que le propriétaire de la boulangerie à côté de chez vous, s'il décide de s'acheter un nouveau four à pain parce qu'il en a envie, il n'a qu'à se regarder dans le miroir pour poser la question. Si chez nous, j'aurais le désir d'acheter une nouvelle entreprise, bien évidemment, je devrais expliquer à mes actionnaires pourquoi, comment, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va rapporter éventuellement. Donc, c'est un mode de gestion plus transparent, plus ouvert, plus public, où est-ce que les décisions doivent être justifiées sur des faits, des données, de la rigueur, et un peu moins de l'intuition et du feeling, là, comme on dit. Alors, c'est les différences fondamentales que moi je vois. J'ai eu la chance de diriger 4 entreprises publiques et 4 autres qui étaient privées. Fondamentalement, la gestion reste la gestion. L'idée est de maintenir l'entreprise en croissance, de gagner contre sa concurrence, d'accepter de faire peut-être plus ou moins de bénéfices selon la vitesse à laquelle on veut atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais fondamentalement, la gestion demeure la même. Il y a plus de rigueur dans une entreprise publique. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Donc, c'est clair. On arrive déjà à la 4e thématique de notre webinaire qui porterait sur la finance durable
La finance durable fait référence aux activités et services financiers intégrant des critères extra-financiers, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement et de financement. Au Canada, les investissements qui prennent en compte les facteurs ESG sont maintenant évalués à plus de 2 billions de dollars en actifs sous gestion. Une étude récente de EY précise d'ailleurs que 97% des investisseurs à l'échelle mondiale ont intégré les facteurs ESG dans leurs décisions d'investissement en 2018 et 2019. Cependant, ces facteurs-là ne sont pas appliqués avec la même rigueur et les investisseurs n'ont pas la même influence sur les entreprises. Rapidement, Luc, que pensez-vous de l'importance des facteurs ESG dans les prises de décision financières et quels sont les obstacles à surmonter pour bien implanter ces facteurs-là dans une entreprise? Prenons le cas de MDF Commerce, par exemple. Bon, dans notre cas, en fait, notre conseil d'administration, lors de sa dernière rencontre, m'a demandé de présenter une charte ESG, ce qui est nouveau pour nous. Là, je ne veux pas, nous allons commencer à faire ça. Et déjà, on planche sur cette charte afin de se donner des objectifs qui, effectivement, sont extra-financiers. Et tout ça dans un but un peu plus de collectivité que de seulement… En fait, c'est multicritère. On devient avec un objectif qui va aller au-delà de seulement récompenser les investisseurs qui auront mis du capital, mais aussi de, par exemple, assurer une diversité dans sa gestion. Je sais que récemment, nous avons gagné là, un prix du Globe and Mail parce qu'on a un nombre de femmes élevées à la fois dans notre conseil d'administration et dans notre équipe de direction. On est en train de regarder à la distribution, je dirais, des différentes ethnies à l'intérieur de notre entreprise. Est-ce que c'est en ligne avec ce qu'on retrouve dans la société en général? On essaye d'y faire attention, ce qu'on faisait peut-être beaucoup moins avant. On ne le regardait pas. Du côté environnemental, bon, comme on est une entreprise en technologie, je vous dirais que ça ne s'applique pas beaucoup. On ne fabrique aucun bien, on n'a pas d'entrepôt, on n'a rien de physique chez nous, on n'utilise pas des carburants. Bon, grâce à la pandémie, on ne voyage plus. De manière générale, je passais la moitié de ma vie en avion, je ne le fais plus. Je fais des zooms à répétition, ce qui aura un impact environnemental positif éventuellement. Mais je pense que c'est très sain de se donner ces critères parce qu'on sait que collectivement, le monde entier doit s'ajuster à un paquet de choses. Et on ne peut pas d'un côté seulement récompenser la performance financière et absolument ne rien faire pour le reste et s'attendre à ce que les entreprises fassent attention, par exemple, aux gaz à effet de serre, à la pollution, etc. À partir du moment où la récompense de la haute direction et des actionnaires aura des éléments tels que des émissions polluantes ou en tout cas réduire les émissions polluantes, etc., bien, ça va commencer à se passer parce que l'être humain, de manière naturelle, va tenter d'ajuster son comportement afin de maximiser son gain et son rendement. Si on réussit à introduire des éléments de gain qui seront reliés à de la diminution de pollution, de la diminution de gaz à effet de serre, etc., bien, ça va marcher. Puis, on va se mettre à adopter ces comportements-là de manière quand même assez naturelle. Donc, très, très, très positif pour l'ensemble de la société, je pense. Excellent, merci Luc. Je pense que c'est tout le temps qu'on a désormais pour cette couverture des 4 thématiques. Merci Luc d'accepter de jouer l'interviewer. Et je passe la parole à Mélanie. Merci. Merci Luc Filiatro, merci Maire Coulis. C'était vraiment un plaisir de vous entendre. Là, vraiment, on a vu que la pratique et la théorie ont joué sur le même terrain. On passe maintenant à la période de questions. Alors, on en a eu beaucoup. Merci beaucoup de votre intérêt. La première va comme suit. Est-ce qu'une fusion et acquisition peut être un mécanisme viable de sortie pour les spécialistes en capital de risque? Tu veux aller, Luc, ou j'y vais? Ben, vas-y, mon cher, je verrai si la pratique suit les bons enseignements.
La réponse courte est oui. De plus en plus, il y a peu d'introductions en bourse, comme je le notais, et de plus en plus de fusions-acquisitions. Donc, les spécialistes de capital de risque vont privilégier les fusions-acquisitions actuellement. Les entreprises elles-mêmes, les petites entreprises, préfèrent aller vers des fusions-acquisitions pour une histoire d'économie d'échelle. Une IPO reste un processus coûteux qui est recommandé seulement pour des entreprises de moyenne et grande taille. Donc, oui, la fusion-acquisition serait un mécanisme viable de sortie pour les spécialistes en capital de risque. Ben, j'abonde tout à fait dans le sens, là, je confirme, ayant vécu moi-même plusieurs fusions-acquisitions, j'ai dû participer à 35, peut-être 40 acquisitions et j'ai dû moi-même être acquis 6 ou 7 fois. Donc, la transaction comme ça, en fait, a le bénéfice de se passer d'une manière chirurgicale. Et lorsqu'on vend son entreprise ou qu'une entreprise en achète une autre, ben, elle redéfinit le plan d'affaires, elle redéfinit peut-être l'équipe de gestion, elle va intégrer ce produit-là à l'intérieur de quelque chose de plus grand, plus gros. Et c'est un moyen qui fonctionne bien. Il n'y a qu'à penser à ce moment-ci aux entreprises pharmaceutiques. Si on pense aux vaccins de COVID, on l'a vu, ce n'est pas les grandes entreprises qui ont développé le vaccin. Ce sont des toutes petites entreprises axées sur de la recherche. Et souvent, elles font des partenariats avec des grandes entreprises qui, eux, ont une taille de beaucoup plus importante et qui ont des réseaux de distribution énormes. D'un autre côté, ces grandes entreprises-là sont tellement grandes qu'il n'y aura pas la même dynamique d'atteindre des objectifs très ambitieux qu'on peut retrouver dans une petite entreprise, dans une beaucoup plus petite équipe où tout le monde se connaît de très, très proche. Ceci dit, pour l'investisseur de capital de risque qui a backé la petite entreprise, ben, le jour où il se fait racheter par la grosse, ça y est, l'investisseur a son rendement et il peut réinvestir son argent ailleurs, faire autre chose. L'IPO sous-entend que la compagnie va continuer à grandir, grossir, et ça de façon importante pour éventuellement permettre à l'actionnaire de quitter. Mais c'est pas automatique. Le jour où vous faites un IPO, si tous vos actionnaires se sauvent en courant et essayent de vendre leurs actions, ça ne se comportera pas très bien, le cours de l'action. Est-ce qu'on y va pour une deuxième? On y va. La réputation de spécialiste en capital de risque est-elle importante pour les introductions en bourse? J'y vais, Luc. Ben oui. Rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, la réputation joue un rôle de certification extrêmement important, que ce soit pour les IPO que pour les fusions-acquisitions. On a tendance d'ailleurs à observer sur les marchés que les jeunes entreprises de spécialistes en capital de risque essaient de pousser les entreprises, même si elles ne sont pas prêtes, à aller vers le marché pour bâtir leur carnet d'IPO. Et c'est généralement la situation des IPO de petite taille. Toutefois, pour les spécialistes en capital de risque qui ont une meilleure réputation, ils prennent un peu plus de temps pour sortir, mais bien sûr, l'objectif, c'est de maximiser cette sortie pour eux. Et donc, la réputation, oui, elle joue énormément et elle est significative dans la réussite d'un mécanisme de sortie. Luc. Encore une fois, je ne peux que confirmer, là, quand on regarde la distribution des entreprises de capital de risque, on va rapidement trouver que le quartile ou même le décile supérieur a tendance à ramasser tous les gros IPO, tout simplement parce que leur réputation, leur connaissance à la fois de gestion financière, de stratégie, de facteurs qui créent la réussite vient avec. Si l'entreprise de capital de risque qui n'a pas réussi à faire des rendements importants avec ses fonds, ben, malheureusement, lors d'un IPO, l'investisseur lambda n'aura pas ce même comportement d'essayer d'aller acheter des actions puisque ça ne vient pas avec la réputation. Si une entreprise de capital de risque a investi dans une boîte, il y a des chances que même si vous ne la connaissez pas,
vous allez peut-être acheter des actions dans cet IPO basé sur le fait que c'est la meilleure entreprise de capital de risque qui était à l'origine de la compagnie en question. Donc, c'est clair que ça fait une énorme différence. On a le temps pour une troisième question. Alors, j'y vais. Quels sont les mécanismes alternatifs d'introduction en bourse? Les mécanismes alternatifs, je pense que c'est une des solutions aux problèmes de financement, comme je l'ai souligné tantôt pour les entreprises, particulièrement les entreprises québécoises. Il y a les prises de contrôle inversées qui seraient une bonne alternative pour une introduction en bourse traditionnelle. Je salue ici l'initiative de la bourse de Toronto ou le groupe TMX qui vient de lancer une version 2.0 du programme Capital Pool qui aide énormément les entreprises de croissance à se financer. Donc, je pense que ce genre d'initiative présenterait une bonne alternative aux introductions en bourse. Là aussi, Maher, en fait, j'ai moi-même déjà fait une entreprise avec les CPC version 1 il y a quelques années. C'était l'entreprise en technologie aérospatiale. Et c'est un très bon moyen qui est un petit peu moins coûteux, un peu moins lourd si on pense qu'on a un projet qui fait bien avec une entreprise publique. Ceci dit, faire attention, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées à la bourse via, à l'époque, les CPC. Et aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un véhicule un peu semblable qui s'appelle les SPAC, c'est les Special Purpose Acquisition Companies, et qui malheureusement parfois n'ont pas leur place en bourse parce que c'est, encore une fois, l'introduction en bourse n'est pas un moyen, n'est pas un objectif, mais bien un moyen. Donc, si votre plan d'affaires ne supporte pas d'être en bourse parce que vous n'avez pas la croissance qu'il faut pour continuer à intéresser des investisseurs, même s'il existe des moyens alternatifs d'y arriver, c'est peut-être pas la meilleure chose. Ceci dit, la bourse reste un moyen de financement et il y a de très multiples autres sources de financement potentielles dans l'ensemble de tous les marchés. Eh bien, je crois que ça sera terminé pour la période des questions. Merci, Luc Filiatro. Merci, Maher Kouli. C'est le mot de la fin. Et pour ça, bien, je cède la parole au directeur général de la Fondation de l'UQAM, M. Pierre Bélanger. Merci, Mélanie. Merci, M. Kouli et M. Filiatro, pour cet échange très intéressant. Au nom de la Fondation de l'UQAM, je tiens à remercier une fois de plus la Caisse de dépôt et de placement du Québec ainsi que la Bourse de Montréal pour leur générosité envers la chaire CDPQ de gestion de portefeuille et la salle des marchés de l'ESG-UQAM. Merci d'avoir contribué à la plus importante campagne de financement de notre histoire et de donner vie aux 100 millions d'idées de l'UQAM. C'est un atout majeur pour notre université de pouvoir compter sur un savoir de pointe en gestion de portefeuille et de pouvoir former la relève dans ce domaine qui touche autant aux préoccupations du monde des affaires qu'à celles de l'ensemble de la société. Merci de votre collaboration à l'organisation de ce webinaire. Merci également au public d'avoir été au rendez-vous ce midi. L'échange a été enregistré et sera envoyé par courriel aux personnes inscrites. Il sera également disponible sur le site web de la Fondation de l'UQAM, ainsi que sur nos médias sociaux. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une belle journée.